Cette semaine à l'émission, on parle de génération parce que, hey, toi, t'appartiens à une génération plus vieille ou une génération plus jeune? Je suis pas framé, moi. T'es pas framé? On parle aussi de technologie, on parle de tout, on parle de fusillade, on parle de nucléaire parce qu'on a un contenu explosif. Et Samy? C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro cigare, Mébarek. Toujours un plaisir d'être avec toi chaque mercredi, mais je remarque que t'as pas de verre cette semaine. Non, c'est Ramadan depuis hier. OK. Donc un bon Ramadan à tous ceux qui font Ramadan. Puis pour ceux qui ne le feraient pas et qui ne le connaissent pas, comment tu pourrais décrire un peu... C'est un mois de recueillement chez les gens de confession musulmane. OK. Puis tu fais un jeûne du lever au coucher du soleil. Puis voilà. Puis tu manges après. Tu manges après. Ouais. Tu manges après, tu bois, puis tu te prépares pour le lendemain. non, faut pas voir ça comme un mot, est-ce que tu te gaves non plus, justement. C'est le but Le but, c'est de fonctionner comme tu fonctionnes d'habitude, tout en faisant ce travail sur toi, mettons. Puis c'est une façon aussi de reconnaître, pas la souffrance, mais de son prochain, en fait. C'est une manière c'est bon que tu saches ça. Je savais pas que tu savais ça. C'est ça. C'est, dans le fond, c'est se mettre dans la peau de ceux qui... Ouais. Tu sais, là, c'est bien des fois, pour ton humilité de toi-même, se mettre dans la peau d'une personne qui n'a pas nécessairement tout ce dont tu as accès. Puis, je savais pas qu'on allait faire un petit discours théologique au début, mais j'étais pas préparé pour ça. Mais ouais, bon Ramadan à tous ceux qui font Ramadan. Ramadan Karim. Ouais, Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak à toutes les personnes qui le font. Félicitations. Malheureusement. Félicitations! Pourquoi je dis ça? Mais non, mais c'est génial, honnêtement. C'est super. Moi, par contre, je ne le fais pas. Yeah. À ta santé. Fait que je me prends juste un petit whisky pour. C'est ça. Et les gens, il faut qu'ils savent aussi que Jeffrey m'a demandé est-ce que ça te dérange ou quoi. Je lui ai dit, moi, j'abstiens personne de faire quoi que ce soit pour mes choix à moi. Je suis pas de cette école-là du tout. Au contraire, je veux que toi aussi tu fonctionnes comme d'habitude, tu comprends? Ouais, ben c'est ça. Moi, tu sais, des fois, tu veux pas. Oui. Tu reçois une tentation devant toi, ben c'est juste tannant. Non, c'est ça, moi, mais t'inquiète. J'ai aucune tentation, t'inquiète pas. Ok, ben regarde, bonne émission tout le monde. Moi, je suis tenté de commencer apéro, par exemple. Oui, notre amuse-gueule. J'ai pas d'amuse-gueule à manger là, mais j'ai joué à amuse-gueule. Amuse-gueule, mettons l'image imagée d'amuse-gueule. Ouais. Je vais t'en servir des amuse-gueules cette semaine parce qu'on a quand même des trucs intéressants qui se sont passés. On va parler de Fukushima, justement, mais c'est pas une bombe qui a explosé. Non, pas du tout. Mais on va parler aussi d'écologie parce que ça a un petit lien avec notre épisode numéro 3. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir l'épisode numéro 3, Construire ou déconstruire de Apéro. Et également, on va parler de fusillade aux États-Unis. Bon, quoique, ça c'est juste Another Day in America. Yeah. Another day, another shooting, malheureusement. Ouais, mais c'est vrai. C'est intéressant, par exemple, les facts qu'il y a là-dessus. Mais cette semaine, je voulais nous parler de génération, Mébarek. Parce que combien de fois tu t'es fait dire que tu étais un millennials, puis que, parce que tu es un millennials, il faut que tu sois de telle ou telle caractéristique. Mm-hmm. Puis, comme je disais, on te frame dans une certaine façon de t'auto-déterminer, de t'auto-développer. Ouais. Exactement, puis on fait la même chose avec les boomers. Bon, on connaît la blague, pour ceux qui ne la connaissent pas, OK Boomer, qui veut dire, quand tu fais quelque chose que tu penses que c'est un peu vieux jeu, dépassé, tu fais comme OK Boomer. Donc, on fait beaucoup de framing, comme tu dis. On place beaucoup des gens dans des catégories. Mm-hmm. Mais, on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on fait bien de mettre ces gens dans ces catégories-là? Qu'est-ce qui se passe avec les générations? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les générations d'aujourd'hui? C'est quoi les générations d'avant? Et j'ai une petite surprise pour vous en fin d'émission pour rire un peu, en fait, parce que, qu'on soit boomer, génération X, Y, Z, il faut aussi en rire. Puis, il faut. C'est ça qu'on fait à Apéro Cigare. Exact. Donc, vu qu'on n'a pas de drink à présenter cette semaine... T'es sur les restes. Je suis les tout ski. C'est des tout ski. On va parler de Fukushima pour commencer l'émission. Let's go. Cette semaine, il y avait le gouvernement japonais qui a annoncé qu'il allait déverser les eaux qui s'étaient accumulées dans le réservoir de Fukushima. On se rappelle qu'en 2011, il y avait une centrale nucléaire à Fukushima qui avait explosé. À la suite d'un tsunami
Oui, voilà. Ce qui veut dire un tremblement de terre marin. Puis, hey, j'ai checké, c'était quoi là? C'était 9.1 sur l'échelle de Richter, qui est comme le tsunami le plus fort que le pays ait jamais connu 9.1. là-bas. Ouais, ça a fait des vagues de 30 mètres Wow. qui se sont défalées jusqu'à 10 km en dedans des terres. Wow. Et Fukushima est sur le bord de l'eau. Donc, ça a shaké, comme on dit. Et justement, il y a eu des leaks, on pourrait dire. Et Fukushima, en fait, a créé un réservoir d'eau pour essayer de ne pas l'échapper. Et là, ils auraient apparemment traité l'eau. Et donc, selon eux, les particules nucléaires seraient microscopiques, selon eux, ce serait sécuritaire, en fait, de redéverser l'eau dans l'océan Pacifique. Donc, ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient déverser l'eau du réservoir, en fait, qui contenait les résidus, les particules nucléaires dans l'océan Pacifique. Et moi, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que... j'étais un peu surpris, honnêtement. J'ai hâte de voir le poisson avec 3 yeux, puis j'étais un petit peu... C'est à ça que j'ai pensé aussi en checkant, en lisant les articles là-dessus. C'était, tu sais, l'image dans Les Simpsons du poisson à 3 yeux à côté de la... Puis, au fil de mes lectures, tu sais, complément d'informations sur ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond... il y a des eaux les eaux de pluie par exemple qui sont tombées autour de Fukushima et les leaks, les fuites d'eau qu'il y a eu à la suite du tremblement de terre, c'est ça, c'est des eaux qui sont contaminées qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Et la particule dont tu parlais, c'est le tritium, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui les eaux traitées, parce que dans le fond c'est très important de savoir que cette façon de faire, qui est de se débarrasser des eaux usées radioactives dans les océans par processus de dilution. En fait, ils vont diluer ça dans les océans. C'est quelque chose qui est fait tous les jours par toutes les centrales nucléaires dans le monde. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire que Fukushima, eux, le projet, c'est se débarrasser de 11 millions de tonnes d'eau sur 30 à 40 ans. C'est-à-dire que chaque jour, ils vont en jeter un peu parce que leur réservoir commence à être trop plein. Parce que ces eaux-là, comment les usines font, c'est qu'ils les stockent ou ils les diluent dans l'océan. Fait que là, au fil de mes recherches, encore très bon fun fact, il y a une centrale de la nucléaire en France, qui est la centrale de La Hague. En France, elle déverse à chaque 2 mois et demi la totalité de ce qui est une question en ce moment à Fukushima. Je sais pas si tu comprends. Ah ouais. Donc, elle, à chaque 2 mois et demi, c'est la même quantité d'eau dont elle se débarrasse dans les océans par processus de dilution dans l'eau, de cette eau-là qui a du tritium. Donc, en fait, on aurait déjà des poissons avec 3 yeux. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'eau dans nos océans qui est contaminée. Fait que là, le débat d'où il vient, là, c'est que c'est les gens qui vivent à Fukushima, dans les environs de Fukushima, les pêcheurs qui vivent de la pêche là-bas, eux, ils considèrent ça comme de la mauvaise publicité pour l'endroit. Déjà qu'ils ont été victimes en 2011 du tsunami, ils veulent pas être encore plus victimes d'une mauvaise publicité que eux, ils déversent l'eau dans les océans. Donc, oublie la pêche, l'agriculture, la forêt, tout ce qui en découle, en fait. Parce que ça vient de la société civile locale, en fait, qui Exactement. s'oppose à ce projet-là. Par contre, les dirigeants japonais qui sont responsables du dossier, en fait, ce qu'ils aussi disent, c'est que si on ne déverse pas les eaux, on n'a plus les installations requises. Et c'est ça. On veut aussi démanteler ces installations-là parce que ça. Fukushima maintenant n'est plus en service. Non. Donc, comment on va faire pour démanteler s'il reste encore de l'eau dans le réservoir? C'est impossible. Donc, il fallait prendre une décision et on juge que le risque n'est pas suffisamment élevé. Donc, que c'est sécuritaire pour nous de déverser l'eau dans l'océan. Exactement. Et donc, on le fait. C'est-à-dire que, comme tu as dit, c'est plus une question de... La société civile s'est mobilisée parce que c'est plus une question d'acceptabilité sociale que de risques réels environnementaux. Parce que si réellement on s'en foutait pas de l'eau pleine de tritium dans les océans, on dirait à toutes les autres usines nucléaires dans le monde de pas faire ça aussi, tu comprends? Ouais, mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est juste parce qu'on le fait pareil parce que c'est économiquement plus rentable? Non, mais c'est que c'est une reprise un peu semi-politique et civile qui est très correcte selon moi. C'est tout en leur honneur, les gens qui veulent pas ça là-bas. Mais je comprends pas. Tu sais, parce que par exemple, Greenpeace, eux, ils se sont
Surprenamment. Ils se sont... j'ai oublié le mot. Ils se sont prononcés sur le sujet des eaux qu'ils veulent jeter à Fukushima. Puis eux, ils ont dit, nous, on est pour un moratoire de ces eaux-là, c'est qu'on les entrepose tant et aussi longtemps qu'on n'a pas encore la technologie pour enlever tout ce tritium-là de l'eau. Je sais même pas, ça t'a juste vérifié si c'est bien du tritium. Parce qu'on dirait, puis tantôt, je dis quelque chose qui n'existe pas. Ah, il y a plein de tritium dans l'eau. Bref, c'est ça. Donc, eux, c'est ça. Ouais, tritium, c'est ça. Oui. Et ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on les stocke jusqu'à ce que la technologie se rende là dans 30, 40, 50 ans pour pouvoir traiter cette eau-là pour enlever le tritium. Tu comprends? Mais ce que moi j'ai lu, c'est que le tritium, en fait, c'est microscopique. Donc, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact aussi? Parce que, comme tu le dis, en ce moment, on le fait. C'est sûr que, bon, là, on dit une goutte dans un océan parce que c'est vrai que avec toutes l'eau qui circule à travers les océans, est-ce que parce qu'on décharge des micro-particules de tritium dans l'océan, c'est vraiment ça qui va changer quelque chose? Je ne sais pas, mais honnêtement, est-ce qu'on est sûr que ça, c'est sécuritaire? Justement, moi, je suis d'avis que moi, je suis un peu d'avis comme Greenpeace. Tant qu'on sait pas, on arrête tout, puis pas juste à Fukushima, partout. Ouais. C'est pour ça, c'est plus moi l'incohérence de pourquoi on parle juste de Fukushima alors que quand tu sais que la centrale de La Hague en France en 2 mois et demi va déverser ce que Fukushima veut déverser en 40 ans, tu sais, c'est un peu, tu sais, en plus de ça, j'ai lu que par exemple, à Fukushima, les eaux, dans le fond, il y a une unité de mesure de ce tritium-là. C'est des terabecquerels. Oh, wow. Donc, à Fukushima, l'eau déversée, il y a 860 terabecquerels de Scrabble, tritium. c'est génial. Non, un terabecquerel. Terabecquerel, le zzz. Animal aquatique, Animal aquatique nucléaire. Nucléaire. Tandis qu'à la centrale de La Hague, je te parle en France, eux, c'est nos 21 fois pire en tritium qu'ils jettent à chaque 2 mois et demi. À chaque 2 mois et demi, ils jettent ce que le Japon va jeter en 40 ans et l'eau est 21 fois plus 21 fois plus concentrée en tritium. Ouais. Oh, wow. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup trop d'incohérences dans ça. Pourquoi on parle juste de... Je comprends pourquoi on parle juste de Fukushima. Mais c'est un sujet explosif, quand même. Exactement. Tous tes jeux d'eau. Tous tes jeux d'eau, tes jeux de mots. Donc, je suis d'avis un peu comme Greenpeace, que tant qu'on n'a pas la technologie pour se débarrasser de ces déchets-là, il faut les stocker. Mais ensuite, est-ce que les stocker... Tu sais, parce que les stocker, il faut... J'ai vu par exemple, à Fukushima, c'était comme des milliers de containers bleus qui contenaient cette eau-là, mais construire encore d'autres milliers de containers bleus, les acheminer là-bas, est-ce que les coûts CO2, l'empreinte écologique de garder cette eau-là, est-ce qu'elle est pire qu'envoyer de l'eau dans les océans pour la diluer? C'est ça, je veux dire, moi je suis pas scientifique. Je suis pas scientifique de ce genre de science-là en tout cas, et puis je peux pas, moi, je suis plus dans la cohérence de si on parle de Fukushima, on parle de toute l'eau déversée dans le monde. Tu comprends? C'est dans le sens que on se dit Fukushima, là, on saute dans nos grands chevaux, mais en fait, ça se fait à tous les jours, puis on s'en rend juste pas compte. Donc, est-ce que eux sont dans le déni ou en fait, c'est plus nous qui sommes dans le déni? C'est plus nous qui sommes dans le déni. Ben, je pense que mais gros big up à la société civile fukushumienne. Là. Je sais pas si Là, t'as clairement inventé ça, non? Je sais pas. Fukushinen? Fukushoise. Fukushimoise. En tout cas, non, mais la société civile, gros big up à eux qui parce que personne n'en parle nulle part, mais eux, justement, ils sont comme non, on a assez de. C'est peut-être la fin du nucléaire aussi. Est-ce qu'on n'a pas justement compris que le nucléaire, c'est dégueu? C'est des risques énormes qu'on ne serait peut-être pas prêt d'apprendre? D'ailleurs, tout à l'heure, tu renvoyais à d'autres épisodes d'apéro. Il y a le dernier épisode aussi où est-ce qu'on a parlé dans les années 50, lorsque Bourassa avait pris le choix de l'hydroélectricité à la place du nucléaire. T'imagines, aujourd'hui au Québec, si on aurait pris le choix du nucléaire à la place de l'hydroélectricité? Il faudrait déverser nos eaux dans le Saint-Laurent. Déjà qu'il y a quelques années, on a déversé des tonnes de caca dans le Saint-Laurent. L'incident du Flushgate. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'était de la merde. Puis c'était... Ouais. Imagine ça avait fait une énorme tollée. Imagine des eaux pleines contaminées de tritium. Ben, je sais pas ce qui est mieux, en fait. Va savoir. Je pourrais-tu avoir 3 yeux ou goûter l'eau un peu avec un goût spécial? Un petit goût épicé? Un petit goût épicé? Il me semble que... Je sais pas. Mais bref, effectivement, tu as bien fait de le mentionner. Je pense qu'on est mieux que l'hydroélectricité, clairement, que le nucléaire. Puis bref,
Ce sera des choix à faire. En même temps, si c'est pas le nucléaire, est-ce que c'est le charbon, tu sais? Ben pour eux, c'est ça. Est-ce que l'alternative est encore plus dégueulasse, là, tu sais, du charbon? On est-tu dans l'échelle l'échelle de télé... Terabecquerel. Terabecquerel? Est-ce que sur l'échelle de Terabecquerel, on est à plus avec le charbon que le nucléaire? Je sais pas. Non, le terabecquerel, c'est juste pour le tritium. Mais Ouais, mais j'imagine qu'il y a d'autres... Ouais. L'échelle de Terabecquerel. Je pense que tu peux, avec du charbon, tu aurais juste des gros nuages noirs comme à l'époque industrielle. Tu sais, l'image qu'on a de l'époque pré-industrielle, là, que tout était au charbon, puis il y avait des gros nuages de charbon sur les villes. Fait que c'est comme tu choisis un peu entre l'air qui est pollué ou l'eau qui est polluée. Ouais. Ouais. Bon. Mais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, la semaine passée, on a parlé du documentaire Seaspiracy. Yes. Il mettait vraiment en exergue que l'océan, c'est le poumon bleu de la planète. Là, c'est 70% de la planète, c'est l'océan. Donc, est-ce qu'on est mieux de préserver nos océans plus que notre air ou notre air plus que... Ben, tu sais, il n'y a pas de plus ou moins. Je pense que les deux. Les deux. Les deux Ouais. points. Il n'y a pas de... Les deux. Je pensais à haute voix, en fait. C'est pour ça. Ok. Ben, merci pour tes fun facts, toujours aussi appréciés. En tout cas, bref, peu importe qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Fukushima risque de déverser de toute façon, en fait, son eau dans le Pacifique. Ouais. Et puis, ben, si Ah, jamais vous sûr. voyez un poisson à 3 yeux, ben, écrivez-moi. Là, je veux Hashtag voir apéro ça. ciga. Hashtag, on l'avait prédit. On l'avait prédit, c'est ça. On va parler de deuxième amuse-gueule avant de passer à l'apéro. Mhm. Cette semaine, on voulait parler de fusillade aux États-Unis. En fait, bon, on peut en parler effectivement à chaque semaine parce que c'est un fléau assez important aux États-Unis, malheureusement. Cette semaine, il y avait une fusillade qui s'est passée au Tennessee, dans une école secondaire, encore une fois. Honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me révolte au plus haut point. En fait, c'est de voir que aux États-Unis, tu as en Floride, tu as eu au Colorado, tu as des fusillades d'envergure qui se passent même dans les écoles primaires et secondaires. Et on dirait que ça change absolument rien. Il y a toujours autant de fusillades, puis il y a toujours autant de laxisme sur les armes à feu aux États-Unis. Là, je sais que tu as probablement des statistiques à n'en plus finir pour moi. Donc, j'ai hâte de t'entendre, mais moi, ça me suggère encore une fois de voir des fusillades comme ça. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a des sociologues qui disent que ça a un effet épidémique, en fait. Comme, au même titre qu'une grippe, il y a une certaine forme d'épidémie où, ça se transforme en gouttelettes. Tandis que les mass shootings, les tueries de masse, ouais. les tueries de masse, ben, ça a le même effet. Plus tu en vois, plus tu vas voir que dans la société, ça va se reproduire. Et ça, par exemple, aux États-Unis, c'est depuis 1999, la tuerie de Columbine au Colorado. Je sais pas si ça te parle un peu. Ouais. Puis c'est depuis ce temps-là, c'est depuis ce temps-là, en fait, il y a ce phénomène des tueries dans les écoles. C'est intéressant de voir ça parce que tu viens juste de dire que je comprends pas pourquoi il y en a plus, mais c'est parce que ça craint que d'autres déséquilibrés à faire ce genre d'affaires. Je sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques années, il y avait cette mode-là chez les déséquilibrés de faire des camions béliers. Oui. Il y en a eu en France, il y en a eu même ici à Toronto. Tu vois qu'il y a une certaine... Ça sonne des sonnettes dans certaines têtes de On va en parler plus déséquilibrés. tard avec ouais. la technologie, mais est-ce que justement la technologie ne joue pas un Ah, rôle mais bien sûr. de caisse de résonance de masse en fait? Parce Bien que sûr. avec les réseaux sociaux, on parlait dans notre premier épisode liberté justement du fait que il y a plusieurs le framing en fait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand toi tu as un compte Facebook, les Facebook va te proposer des pages que tu aimes, qui correspondent à ce que tu cherches, à ton contenu, à tes intérêts. Si par exemple tu es une personne qui mentalement a des vulnérabilités, on te propose justement, et là tu vois cette image-là de tuerie, tu sais, c'est un élément déclencheur. Est-ce que les réseaux sociaux puis toute la communication de masse aujourd'hui, ça joue un impact? C'est certain, Là. J'ai juste à penser à la tuerie qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, Christchurch. Le gars était quoi? Live Facebook. Ah ouais. Tu t'en souviens pas? Moi, je l'ai vu en live, mais tu voyais qu'il l'as vu en live? Non, je l'ai pas vu en live. Je l'ai vu genre 2 heures après que ça soit passé, mais live ou pas live, là, tu sais, c'est sur Facebook, tu te rends compte? C'est choquant. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent des cases de résonance là-dessus. Puis, vite, avant de revenir aux armes à feu aux États-Unis, par exemple, les djihadistes qui se radicalisent, c'est sur Internet qu'ils se radicalisent le plus souvent. Puis ça va être sur des forums de gens qui pensent comme eux, qui vont les guider à penser de façon encore plus radicale. Tu comprends? Donc, c'est des gens en feu sur lesquels tu jettes... Moi, je te jette de l'huile sur toi, puis toi, tu me jettes de l'huile sur moi, puis...
On est tous les deux... Il y a un effet d'entraînement en fait, qui se crée. Puis, exactement. en fait, j'ai une statistique pour toi. En 2019, ça c'est une statistique du 8 août 2019, il n'y avait pas eu 6 jours de suite avant qu'une fusillade... En fait, sans qu'une fusillade n'ait pas lieu. Donc, c'était 5 jours maximum, il y a une fusillade. C'est fou, hein? C'est fou, là. Je veux dire, ça veut dire que cette semaine, ça arrive la semaine prochaine aussi. À chaque semaine, en fait, tu es quasiment certain qu'il va y avoir une fusillade aux États-Unis. C'est fou. Je me souviens en 2018, en février 2018, j'étais à Washington, D.C. Ouais. Puis. T'es pas là avec toi? Non. Pas en février 2018. Ça, c'est en 2017 que j'étais avec toi. Ouais. L'année d'après, j'étais retourné. Puis en février, dans le fond, on était autour du 11-12 février. Donc ça faisait quoi? 40 jours que l'année avait commencé. Ouais. Puis les titres sur CNN, c'était 40e jour de l'année et déjà plus de 400 shootings aux États-Unis. Wow. Tu te rends compte? Ben écoute. C'est plus de 3 par jour. 4... Et là, on parle pas de mass shooting. Juste des ben en fait, oui, de mass shooting. Parce que mass shooting, c'est jusqu'à 6 personnes. 6 victimes. À partir de 6 victimes, c'est un mass shooting. Je sais pas si tu peux faire une recherche là-dessus. Tuerie de masse minimum. Dans le fond, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a une échelle qui a plus ou moins 6 victimes, que c'est considéré comme une tuerie de masse. Et la statistique que j'avais vue, c'était qu'au 40e jour de l'année, il y avait déjà plus de 400 tueries de masse, c'est-à-dire plus de... 4 personnes et plus. 4 personnes et plus, c'est considéré comme une tuerie de masse. Voilà. Puis dans le fond, il y avait une statistique qui était intéressante qui disait que aux États-Unis, c'est plus de 36 000 homicides par arme à feu en moyenne par année. Donc, on s'entend que c'est énorme le nombre de décès par arme à feu. Puis c'est ça qui me choque le plus, en fait, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a absolument aucun changement. De un, parce qu'il y a la puissance de la NRA, qui est l'association du lobby des armes à feu aux États-Unis, le National Rifle Association. C'est une entreprise qui est très lucrative aux États-Unis. On s'entend aussi que les États-Unis exportent énormément beaucoup d'armes à feu dans le monde. Et aussi, on sait qu'il y a toute cette... je dirais ce mythe, en fait, de dire que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, on peut pas défaire des droits qui sont acquis aux citoyens. Puis aussi, parce que, bon, on sait que les États-Unis se sont... libérés en fait de l'emprise britannique pour avoir leur indépendance. Et il y a toujours aussi, ce que j'entends beaucoup avec les Américains, c'est qu'il y a toujours aussi cette peur en fait que le gouvernement devienne un gouvernement tentaculaire de façon communiste. Ouais, qui s'immisce dans tout. Qui s'immisce dans tout. Qui se soviétise en fait, qui devienne le gouvernement tout puissant et que chaque citoyen doit se défendre en fait avec sa propre arme à feu. Donc il y a vraiment et aussi toute la notion des droits et libertés américains, le freedom. Donc il y a plusieurs éléments en place, mais c'est très ancré dans la culture américaine. Oui, j'ai vu des reportages que c'était des enfants, on leur mettait des armes à feu dans les mains dans le très très jeune âge. Là. C'est comme un rituel de passage quand tu deviens un petit garçon ou une petite fille. Ton père t'amène à faire du shooting, ou même titre qu'ici on t'amène à la ronde. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Oh, oui, c'est très ancré dans... Quoi qu'à la ronde, tu sais, le stand, tu peux... Mais c'est vrai, il y a ça. C'est vrai. Tu peux shooter le canard, puis tout. Mais j'ai de très bons fun facts sur les armes à feu aux États-Unis. Puis c'est très intéressant que tu aies parlé de... T'as dit, on sait très bien les États-Unis, ils ont beaucoup de contrats d'armement dans le monde et des trucs comme ça. Puis dans les fun facts que j'ai trouvés, c'est que les tueries de masse coûtent un certain coûtent de l'argent. Outre les vies perdues, parce que là, on va aller plus dans côté un peu plus technique. Là. Oui. Les tueries de masse coûtent de l'argent au gouvernement américain. Ça leur coûte jusqu'à 229 milliards de dollars par année pour résoudre, pour les dégâts d'intérêt, ces affaires-là, pour les mass shootings. Ouais. Sauf 229 milliards. 29 milliards par année. Sauf que, pour revenir à ton point, tu te souviens pas, en 2017, il y avait notre toupet doré Donald Trump qui tenait des posters à côté de Mohamed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite. Ils avaient fait un deal d'armes. Oui. C'était de plus de 380 milliards de dollars pour un seul deal d'armes. Tu comprends? Oui. Donc, pour les États-Unis, là, surtout pour le Parti républicain, la NRA, genre, le poids coût-bénéfice de ce qu'on arrête de miser autant sur les armes, c'est sûr que non. Là, ils font énormément d'argent avec ça. C'est le complexe militaro-industriel américain d'exporter justement cette expertise militaire. Exact. Et effectivement, tu l'as dit, pour certains Américains, d'un, c'est une expertise. De deux, c'est inscrit dans les droits fondamentaux d'un citoyen. Ah oui, clairement. Mais
tu dis que ça coûte 229 milliards en dégâts intérêts, mais ça coûte aussi des vies. Mais des vies, aussi ça, heureusement que j'ai dit outre les vies perdues, là, je veux dire, c'était pour plus expliquer un peu quel est le calcul que font... Puis il y a un dilemme de sécurité, on s'entend aussi. Oui, Quand on parlait le 3 semaines, je pense, du dilemme de sécurité, Ouais. moi j'ai une arme à feu. Toi, ben, tu te sens pas en sécurité. Donc tu t'achètes une arme à Donc, feu. t'achètes une arme à feu, mais moi je me sens plus en sécurité parce que toi, tu as une arme à feu autant que moi. Donc je m'achète une arme à feu encore plus puissante. Et là, c'est un effet d'entraînement. Et finalement, on se ramasse qu'on est tous les deux armés et qu'il y a juste besoin de quelqu'un qui tire la gâchette. Et on se ramasse avec un mass shooting. Exact. Et justement, il y avait Donald Trump qui, en 2019, je pense, disait on va protéger les écoles, on va donner des armes aux enseignants. Ah ben oui, C'est clairement. tellement une idée de merde. Clairement une bonne idée. Plus d'armes à feu. Plus d'armes à feu égale moins de shooting. Mais dilemme non. de sécurité. Mais non, exactement. Puis c'est intéressant que tu dises, tout à l'heure tu disais qu'il y avait... j'ai oublié ce que tu avais dit, mais ça m'a fait sonner une cloche. Le COVID-19 a exacerbé le nombre d'armes vendues aux États-Unis. Dans certains États, ça dépasse le 300% plus d'armes vendues. Au Michigan, c'est 300% plus. Wow. Dans Brooklyn, quelque chose comme 250% plus d'armes à feu vendues. Parce que, comme tu disais, les gens ne se sentent pas en sécurité. Surtout dans cette état pandémique. Dès que ton voisin s'est acheté une arme parce qu'il se sent pas en sécurité, parce que l'argent rentre plus, puis là tu sais plus, parce que tu as de la misère à te projeter dans le futur, ton voisin s'achète une arme à feu, l'autre doit s'acheter une arme à feu, puis c'est une épidémie d'achat d'armes à feu qui a fait en sorte que, par exemple, au Michigan, 300% de plus de ventes d'armes à feu. C'est fou. Puis, voilà, tout à l'heure tu disais qu'il y avait énormément à chaque 6 secondes, chaque 6 jours il y a une fusillade. Chaque 6 jours il y a une fusillade. En 2017 on dénombrait 40 000 morts d'armes à feu aux États-Unis et là-dessus 2500 étaient des jeunes écoliers, tu sais? 2500 c'est quelqu'un qui avait toute la vie devant soi. 2500 c'est aussi le nombre de personnes qui sont mortes durant le 11 septembre, hein? 2500, 3000, tu sais? Mais ça, puis là on parle juste de des jeunes chaque année. Chaque année, ouais. Wow. Ah ben c'est absurde. Mais en même temps, il ne faut hein? pas garder les Américains de haut aussi parce que le fléau des armes à feu est aussi présent au Canada. On peut le voir là, si vous regardez des différents reportages sur Radio-Canada et d'autres plateformes, il y a de plus en plus une recrudescence du nombre d'armes à feu au Canada et au Québec. Donc, c'est un fléau en fait qui n'est pas seulement relié aux États-Unis. Non, pas du tout. Puis... parce que quand tu parlais de ça m'a fait penser à, tu sais, dans le temps où est-ce que Stephen Harper, il y avait tout ce débat, sous Stephen Harper, il y avait tout ce débat du registre des armes et tout. Joe Biden, il a fait une allocution par rapport à toutes les mass shootings qu'il y a eu depuis le début de l'année. Puis, il se veut le président qui va faire quelque chose par rapport à ça, surtout pour réduire les armes d'assaut. Parce que... les armes d'assaut comme le AR-15 qui est une arme qui est très peu chère aux États-Unis que tu peux te la procurer au Walmart, le AR-15. Ah ouais. C'est une arme d'assaut que tu peux te procurer au Walmart. En deux paquets de laitue. Exactement. Donc ça il veut légiférer là-dessus. Les armes fantômes, donc un peu comme sous Stephen Harper avec le registre des armes, le registre des armes à feu et aussi les armes qui ne sont pas vendues nécessairement dans des endroits comme Walmart ou les firearm place. Puis, quelque chose d'intéressant, il va légiférer sur les imprimantes 3D. Parce que depuis que les imprimantes 3D existent puis qu'elles ont été démocratisées, donc pas très cher à s'en procurer une, il y a des dudes sur le Deep Web, le Dark Web ou whatever, je sais pas sur quelle plateforme sur Internet, vendent des blueprints, donc des copies. C'est exactement quoi imprimer pour pouvoir te faire un gun à la maison. Ok, donc il voudrait légiférer là-dessus. Canva, un peu la formule, la formule magique d'imprimer une arme. C'est ça, quoi imprimer pour pouvoir te monter une arme. Donc j'ai fait quelques recherches là-dessus, c'est que à ce jour, même quand tu te fais une arme en imprimante 3D, je pense que tu peux tirer un coup puis elle va briser parce que les composantes sont pas si tu t'es renseigné? Ouais, non, mais je pense que j'avais vu des affaires là-dessus. Non, le gars il fait le ramadan puis là il se renseigne ses armes. Oh non! Je suis fiché ça. Non, mais ben pour vrai, j'ai peur à ce moment là. Mais ouais, c'est ça, il légifère dès maintenant parce qu'il sait que d'ici 30 ans, on va avoir des imprimantes 3D qui vraiment plus performantes que ça pour t'imprimer
un micro. Là, Ouais, non, là, j'exagère peut-être, mais qui sait. Puis le plastique, tu sais, toute la technologie va s'améliorer, donc ça va Exact. devenir le fléau de demain. Par contre, tu parlais de Joe Biden, intéressant. À ce niveau-là, il y a des gens qui disaient qu'il n'en avait pas fait assez au niveau des armes, Ouais. mais il y a toujours une question de... Joe Biden a dit que c'était le président des Américains, qu'il allait dans le compromis. Ouais. Donc, il a probablement fait des compromis là-dessus parce qu'effectivement, il y a une forte population de tout le Parti républicain qui le regardait avec une brique et un fanal puis qui l'attendait là, avec sa législation. Donc, au final, il a fait le minimum, en fait. Il a fait ce qu'il a pu, je pense. Mais il est là depuis très peu aussi. Là. Ouais. Puis, Ben, il est là très peu. Il est là depuis 70 ans quand même. ouais, c'est pas vrai un genou, là. Je me suis pas renseigné sur son passé. Est-ce qu'il a toujours été contre les armes, pour les armes? Est-ce que c'est une girouette politique? Est-ce que je sais pas, tu sais? Je sais pas, mais je pense que c'est en ce moment, il joue la carte de la modération, puis je veux dire, on peut pas le blâmer de faire ça, mais si on regarde les effets réels au final, c'est pas ambitieux là, c'est la législation sur les armes à feu là, je veux dire. Comme tu te dis tout à l'heure, le lobby NRA est trop puissant encore aux États-Unis. Et c'est encore beaucoup trop lucratif ce marché-là. Tu sais, j'ai vu comme 6 des complexes militaro-industriels les plus importants au monde, c'est des Américains, tu comprends? C'est viscéral, on dirait. Comme tout à l'heure, on disait, c'était aussi inculqué dans la culture que tu vas amener ton gamin dans un stand de tir, que c'est intégré totalement à l'économie américaine, tu comprends? Ouais. Il va falloir qu'ils légifèrent pas juste sur les imprimantes 3D puis sur les assault rifles, sur les fusils d'assaut. Parce que j'ai vu une statistique que la majorité des mass shootings sont faites avec le bon vieux pistolet handgun. Là, puis ça, Magnum, etc. ouais, un petit, même pas un Magnum, là, juste les petits 9 mm. Comme si je connaissais ça, mais. Je connais vraiment pas. Honnêtement, je connais vraiment pas les guns, mais en plus, on est les sur guns Internet. de policier normal, là, un Glock. Quelque chose. Ben, d'ailleurs, parlant d'armes et de génération, en fait, Donald Trump disait souvent, mais c'est la faute des jeux vidéo. C'est la faute des jeux vidéo. Ouais. C'est la faute des jeux vidéo. Il y a une étude qui a été faite en Australie qui, en fait, a prouvé que les jeux vidéo, en fait, n'avaient pas un impact, selon eux, significatif sur le nombre de fusillades. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 groupes, des gens qui sont adeptes de jeux vidéo, qui jouent énormément des jeux où on a des armes à feu et où il y a des combats à travers le jeu vidéo, comme Call of Duty et autres, et un groupe qui, lui, ne joue pas du tout. Et en fait, à travers le questionnaire, le niveau de violence n'est pas plus grand sur un groupe, en fait, qui joue pas. Ou qui joue pas. Donc, ils n'ont pas vu de différence significative entre les groupes qui sont adeptes de jeux vidéo et les groupes qui ne sont pas au niveau de la violence, au niveau, en fait, des caractéristiques qui, en fait, selon eux, leur permettaient de dire qu'il y a plus de danger, en fait, avec le jeu vidéo. C'est intéressant. C'est intéressant que tu dis ça parce que justement, je disais pourquoi je connais tout ça, parce que oui, j'ai déjà joué à ce genre de jeu-là, Call of Duty. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, recharger, puis tu vois qu'un gun. J'ai jamais tenu de gun dans mes mains, mais je sais approximativement comment ça fonctionne. Parce que dans les jeux vidéo, tu le vois. Donc, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça n'a aucun rapport, en fait, les jeux vidéo, comme disait Donald Trump. Parce que moi, j'ai vu quel était. Le shooter moyen, le tireur de masse moyen, à quoi qu'il ressemble. Dans le fond, c'est un homme blanc de 34 ans environ. C'est un homme blanc de 34 ans qui a eu de la violence conjugale ou domestique chez lui dans sa jeunesse ou actuelle. Puis, il y a une grande recherche de fame and notoriety, de popularité instantanée, parce que quand tu fais un mass shooting, tu deviens populaire instantanément. Puis il y a un gros désir de ça, qui est peut-être un narcissique ou je sais pas quoi, d'où ça provient. Domestic violence, comme je l'ai dit, et... J'étais là, est-ce que ce serait pas un désir d'identité, en fait? Exact. De se définir une identité, de se sentir, en fait, un peu vide. Ouais, totalement. Devenir quelqu'un qui est violent, en fait. Totalement, parce que le shooting qui s'est passé hier, là, qui a fait 10 morts, c'était d'un garçon qui s'appelait Ahmad, qui était un Syrien aux États-Unis qui subissait énormément de bullying à cause de ses origines,
parce qu'ils ont fait une interview avec son frère et des trucs comme ça. Puis tu vois que lui, il avait une grande quête identitaire qu'il n'arrivait pas à trouver. Puis il y a beaucoup aussi de paranoïa, puis il y a aussi beaucoup de oui, des vulnérabilités mentales. Il y a effectivement possiblement une grande haine qui arrive du fait des situations qui sont traumatisantes qui ont été vécues. Exact. Et d'un quête d'identité. Et selon ce que j'ai lu, là, il y a une psychiatre qui dit qu'en fait, le lien entre santé mentale, genre vraiment être déséquilibré, avoir vraiment une maladie diagnostiquée et les shootings de masse est très difficile à faire. Donc ce serait beaucoup plus des épisodes de violence conjugale, domestique, aussi beaucoup une haine des femmes, parce que il y a un nouveau ce terme-là, les incels. Comme le gars qui a fait la tuerie de masse à Toronto, le camion bélier à Toronto, lui, c'était parce qu'il se proclamait incel, qui est un mouvement misogyne, qui déteste les femmes, qui ont une injustice perçue à cause des femmes, parce que les femmes ne les veulent pas. Donc, il y a une frustration, exactement. qui vient du fait qu'ils ont le sentiment qu'ils ont été frustrés dans leur vie, et donc... Effectivement, qui vont essayer de reproduire ce schéma de violence. Il y a beaucoup de frustration sexuelle partout dans le monde. Là. Donc, c'est ça qu'elle disait, cette psychiatre-là, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour de la misogynie et de la haine des femmes dans le caractère type d'un tueur de masse. En tout cas, ça me... Ça vient de me sonner une dernière cloche, excuse-moi. Le gars à Polytechnique, c'était une haine des femmes totale. Tout à fait. Non, c'est ce principe-là, en fait, des célibataires for life, là, effectivement, c'est un peu quelque chose qui est croissant et qui est un petit peu aussi, effectivement, dangereux. Puis, qui a toujours été présent, j'ai l'impression, mais que là, de plus en plus, tu sais, mal nommer les choses, ça rajoute au malheur du monde, comme disait Albert Camus. Ben, il faut comme donner un terme, un mot pour conceptualiser la chose, pour qu'on la comprenne, comme là, les incels. Ouais, puis c'est intéressant. C'est un phénomène, je pense que les réseaux sociaux, puis toutes les communications, puis tout l'Internet aujourd'hui, en fait, possiblement, en fait, rajoute, mais bon. Mais oui. On y reviendra tout à l'heure. On parle des jeunes et de la COVID, puis il y a beaucoup de trucs liés à la... On a fait un gros parenthèse. Ouais. Grosse parenthèse commencée. C'est maintenant l'heure de l'apéro. On y va avec un... C'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. On va parler cette semaine de génération et de qu'est-ce qui nous touche en fait. Mais avant de commencer de parler de génération, il faudrait qu'on sache en fait c'est quoi les générations. Je vais commencer en fait avec une petite définition en fait de nos générations pour commencer. Mm-hmm. Non, fais pas ça. Ah oui, ça? Je fais ça. On est-tu encore en live? On est toujours en live. Okay. De toute façon, il y a juste 2 personnes qui nous écoutent, donc... Pas grave. Ben oui. Fait que, je voulais... Tu sais, on parle toujours des baby boomers. Mm-hmm. Mais il faut jamais oublier qu'il y a une génération avant ça, en fait. On les appelle les vétérans. Parce que, clairement, que c'est pas des recrues. Non, c'est pas... On les appelle les vétérans? Les vétérans. La génération des vétérans. Mm-hmm. Bon, vétérans de guerre, il y a plusieurs... On peut extrapoler sur plusieurs choses. C'est la génération qui, en fait, est née en 1925 jusqu'en 1942. Mm-hmm. Et d'ailleurs, une génération, c'est à environ 20 ans. Donc, ça nous donne une idée. 1925 à 1942. C'est flexible selon... on va attribuer des caractéristiques. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, on parle de la guerre, par exemple, du Deuxième Guerre mondiale. Donc, on peut attribuer certaines dates à des générations précises. Mais, grosso modo, d'habitude, on tourne autour de 20 ans. Mm-hmm. Et la première génération, en fait, depuis, justement, qui est encore vivant, on pourrait dire, là, c'est les vétérans, donc 1925 à 1942. Ensuite, on a les baby boomers, les fameux boomers. De 42 à... 43 à 59. OK. Donc, ça, c'est... 59? 59. Donc, mon père, qui est né en 61, n'est même pas un boomer. N'est même pas un alors boomer. Qu'il a 60 ans et plus. Techniquement, il sera une génération X selon ce site web. Ah non, il est clairement pas génération X dans sa façon. Non, hein? Il est plus boomer. Tu vois à quel point on dit que les générations, on les met dans une case, mais c'est pas toujours vrai. Mm-hmm. Donc, il faut généraliser. Il faut pas généraliser, en fait. Mm-hmm. Après, on a les générations X qui sont de 1959 à 1977. Et là, on tombe dans notre génération. En fait, techniquement, on serait une génération Z parce que moi, je suis en 95, toi aussi. 95 aussi, oui. Donc, on serait génération Z. On est Z, nous? Moi, je me considère comme un Y. Bref.
78 Moi, je me à considère comme un Y. I feel like I'm a Y. I feel like an Y. C'est ça. En fait, génération Y, selon ma super source sûre, qui a été trouvée sur Google, c'est de 1978 à 1994. Ça, c'est quoi ça? Génération Y. Y, c'est. 94, tu veux dire? À 94, ouais. Ok. Puis 95 et moins. Donc 95 à aujourd'hui, on tombe dans la génération Z. En fait, il y a aussi... En fait, j'ai appris un terme tout à l'heure, c'est la génération Alpha, de 2010 à aujourd'hui. Ah ouais, on a une nouvelle génération. Ouais, de 2010 à aujourd'hui. Ah ben c'est génial. Ouais. Alpha, parce que là, on était rendu dans le Z, on pouvait plus... On peut plus aller plus loin. On Exact. commence avec les Y. Ouais. Puis, il y a aussi deux choses, éléments à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle les millennials. Les millennials, c'est les gens qui sont nés autour des années 2000. On l'appelle millennials parce que, bon, ils sont nés autour du nouveau millénaire. Mais c'est des gens qui sont aussi caractérisés par, souvent, qui ont vu la technologie, en fait, grandir. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les millennials, parce que c'est comme, en fait, une génération qui a eu un énorme impact et qui a été énormément impactée par ces nouvelles technologies-là. Et par la suite, on a la génération Z qui, eux, ben, en fait, quand ils sont nés, il y avait déjà la technologie. On n'a pas vu grandir. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, mon ordi, il était relié avec le téléphone, puis quand quelqu'un voulait appeler, ben, ça faisait tini, puis là, ça te débranchait. Ouais, j'en souviens. Tu comprends? Ouais. Donc, puis il y a aussi ce mélange des deux, en fait. Une génération Z qui est née autour des années 2000, des Zillennials. Donc, une génération, en fait, qui est un peu de composante des deux. Des Zillennials. Des Zillennials. C'est sérieux. Ouais, donc c'est une génération Z, mais qui est née, en fait, autour des années 2000. Donc, elle va chercher les composantes qu'on associe souvent aux millennials, c'est-à-dire qui ont eu la technologie, qui comprennent la technologie, mais Zillennials, donc Z, parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus, ont tout adapté aux valeurs de développement durable, qui sont beaucoup effectivement sur les valeurs, sur l'appartenance, donc qui appartiennent aussi aux générations Z, mais aussi aux millennials. Donc, il y a plein d'affaires avec les générations. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste des générations. Ce serait intéressant d'apporter quelqu'un, en fait, qui nous en parle. Mm-hmm. Mais je vais te parler de ça cette semaine parce que, justement, il y a eu des manifestations à Montréal. En fait, il y en avait une avant-hier. Ouais. Il y en a eu une autre, je pense, dimanche. Quelque chose comme ça, ouais. Si je me rappelle bien. Plusieurs jeunes qui se sont réunis en fait au Vieux-Montréal pour protester contre le confinement qui maintenant retourne à 8 heures et qui en fait ont aussi fait du grabuge, c'était prévisible, casse des vitres, allume des feux donc bref, manifestation dans le Grand Montréal qui a fait des remous quand même. Je voulais avoir ton avis justement avec ça. Aussi un avis plus large, c'est-à-dire c'est quoi la COVID, jusqu'à quel point maintenant, l'impact de la pandémie, ça va être quoi sur nos jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y avait aussi le début de grève dans le monde de l'éducation. Ouais. Et donc, j'ai hâte de voir, en fait, ça va être quoi l'impact de la pandémie, en fait, sur ces jeunes-là. Ça risque d'être assez complexe. C'est intéressant ce qui est arrivé avant hier, d'autant plus que Léger Marketing... Alors, j'ai pris une photo, tu étais là, je pense. Hein? T'étais là, hein? Je te voyais avec une batte de baseball. Ouais, je t'ai vu, t'as lancé une brique. C'est de là que ça vient, cette blessure-là. Je savais. Non, mais ouais, il y a Léger a fait un sondage, à savoir... Un léger sondage ou Léger a fait un sondage? Non, Léger a fait un énorme sondage auprès des... C'est ça, l'entreprise Léger a fait un énorme sondage auprès des 18 à 34... pas auprès des 18 à 34 ans. Ils ont fait un sondage à savoir est-ce que la COVID vous affecte au niveau de votre santé mentale. Donc, les gens s'auto-diagnostiquaient à savoir est-ce que leur santé mentale avait été impactée par la COVID. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que les jeux marketing, ils ont je ne sais même pas si c'est marketing ou léger. Je veux dire juste léger. Parce que je sais qu'il y a léger marketing, mais je ne sais pas si c'est la même chose que léger marketing. Ben, ça doit, je sais pas. Ça doit. En tout cas, eux autres, léger. Les statisticiens, ils ont eu des constats alarmants, comme de quoi les 18 à 34 ans ont ressenti une énorme différence dans leur santé mentale, et ce, beaucoup plus marqué à partir du mois de janvier. C'est-à-dire que, pour reprendre les mots du directeur de cette étude-là, la première vague, c'était un problème de santé. Deuxième vague de COVID, c'est un problème économique beaucoup plus. Troisième vague, mais là, c'est rendu vraiment un gros problème de santé mentale. Et d'autant plus chez la jeune population, chez les 18-34 ans. Oui, parce qu'on ne veut pas non plus
adhérer à des violences. On se fera jamais. Faut pas adhérer à des violences. Puis moi, je les comprends d'où ils viennent. C'est-à-dire que ces jeunes-là, qui sont sortis dans les rues. Il faut comprendre qu'il y a des frustrations derrière. En fait. Exactement. Ben oui, quand il y a des vidéos, tu entends scander des comment on appelle ça déjà? Ils scandent quoi, les manifestants? Olé, olé. Non, mais c'est quoi le nom de... En tout cas, ils scandaient des slogans, c'est ça, des slogans très genre à liberté à notre jeunesse, on nous a volé notre jeunesse, liberté aux jeunes. Tu voyais qu'il y avait une certaine forme de... Prise de la Bastille. Une certaine forme de prise de la Bastille. Mais quasiment, il y avait des feux comme à la prise de la Bastille. Il manquait juste les têtes au bout des pics. Ouais. Mais en fait, j'ai perdu mon idée à cause de ce que tu viens de dire. C'est ma faute. Je disais quoi? Tu disais que les jeux marketing disaient que la troisième vague, en fait, allait être... ouais, c'est un gros problème de santé mentale. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, ces jeunes-là, ils scandaient des slogans qui laissaient paraître... Go, je pense. Non, clairement pas, mais qui laissaient vraiment paraître une forme d'injustice qu'ils vivent. Puis ça, selon ce que j'ai lu, ça proviendrait du fait qu'on leur demande de faire beaucoup de sacrifices dans leur vie pour d'autres personnes et pas pour eux. Donc, depuis le début de la pandémie, je sais pas si tu as vu, c'est « Hey, les jeunes, ça vous tuera pas, mais faites des sacrifices, mais pas pour vous, mais pour d'autres. » Puis ça vient à faire en sorte que tu te tannes, puis que tu vois qu'il y a des jeunes qui sortent pour scander des slogans du genre. Puis il y a eu 7 arrestations sans contravention. C'est quand même un bon mouvement qui... C'est majeur. Puis moi, ce qui m'a choqué, c'est il y avait un article, je me rappelle si c'est la presse ou Radio-Canada, qui disait plusieurs dizaines. Puis clairement, là, ils ont minimisé la chose parce que on parlait de beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre clairement, mais tout ça s'est fait en 1 ou 2 jours sur Facebook, dans les réseaux sociaux, Instagram et tout. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce que les réseaux sociaux font. Par exemple, à Fukushima, les réseaux sociaux ont réussi à faire en sorte qu'une certaine société civile s'est mobilisée. Oui. La même chose, une certaine forme de société civile de 18-34 ans qui s'est mobilisée clairement dans les derniers jours. Puis moi, je vais t'en avec toi. Là. Bon, c'est sûr que là, je me pompe le torse, mais j'étais convaincu que ça allait arriver. C'est clair. J'étais convaincu que... Parce que, on va se le dire, moi quand en avril, début avril, en fait, 3 semaines environ, mettons fin mars, là, les choses rouvrent. Moi, je pensais que c'était la dernière. Je pensais que c'était le fil d'arrivée, puis que, tu sais, c'était it's for good. Tu sais, c'était pour la dernière étape. On avait fait nos sacrifices. La campagne de vaccination avance. Donc, tu dis, bon, tu sais, là, je l'ai faite. Tu sais, puis là, chaque petite chose est une victoire. Tu sais, je veux dire, les gyms rouvrent, parfait. Je vais retrouver une forme de routine. Je vais pouvoir aller m'entraîner. Les magasins rouvrent, parfait. Tu sais. Et puis, paf, le mois de janvier, où est-ce qu'on met un couvre-feu à 8 heures. Puis là, tu sais, tu frappes un mur, puis effectivement, tu sais, je me disais, c'est clair que là, ça va être très difficile, ça va créer des remous, c'est certain. Puis, je veux dire, de toute façon, souvent, je trouve qu'on fait encore une forme de framing, parce que, bon, on peinture ces gens-là comme étant des gens qui sont... On dépeint pas, on peinture. Dans le sens qu'on lui met une image de gens ignorants, tu sais, qui s'en foutent. Qui s'en foutent, puis qui ont pas une logique derrière, alors que ça, je peux pas le débattre. Moi, ce que je pense, c'est que derrière tout ce mouvement-là, il y a une frustration. Clairement. Puis, je veux dire, ça fait quand même, 12 mois maintenant? Plus que 12 mois, en fait. C'était 13e mois. Là, 13e mois. Là-dedans, Ça fait 13 mois maintenant qu'on est... confinés, on pourrait dire, ou en tout cas qu'on a des mesures très restrictives. Est-ce que c'est pas contre la... Je veux dire, je suis pas en train de défier les... Mais c'est quelque chose d'inédit ou presque, que tous les jeunes de la planète vivent le même phénomène. Puis c'est sûr que ce qui est certain en tout cas, c'est que la COVID, en tout cas, c'est un gros phénomène d'exacerbation de problèmes qu'il y avait déjà en tout cas chez les jeunes. Par exemple, on n'arrête pas de dire que la COVID, ça a vraiment exacerbé tous les problèmes de notre système de santé. CHSLD, ça l'a vraiment exacerbé. Il y a certains problèmes économiques, par exemple sur l'approvisionnement des masques et tout. Tu m'en avais déjà parlé dans les anciens épisodes. Puis là, ce que ça a fait, c'est que ça a exacerbé vraiment certains problèmes que les jeunes éprouvaient. Là. Ouais. Puis, par exemple, pré-pandémiquement, c'était 26% des millennials dont tu parlais tout à l'heure, qui disaient avoir vécu un épisode dépressif. Donc, c'est énorme. Les gens de 22 ans et moins
c'est ça, une personne sur 4 s'est autodiagnostiqué un épisode dépressif. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que selon les psychiatres, c'est 20%. Donc, parce que les gens, quand on leur fait quand on a des statistiques, c'est qu'on leur pose la question pour qu'ils s'autodiagnostiquent, en fait. Et ensuite, tu compares avec les vrais chiffres, par exemple, des psychiatres, et c'est là que tu vois c'est environ 23%. Regarde, on a apéro cigare, on met une carte sur table. On est vrai, on est honnête, on est... Clairement. Toi, est-ce que tu penses que tu n'as vécu un épisode dépressif? Je sais pas si je peux vraiment me diagnostiquer un épisode dépressif, mais le COVID m'a fait prendre comme 40 livres, man. Ah ouais? Tu comprends? Manger ses émotions. C'est ça. Ouais, hein? Ben, honnêtement, moi, depuis le début de la pandémie, je suis plus fatigué. Je sais pas si c'est relié, mais j'ai l'impression d'avoir moins d'énergie qu'avant. Peut-être, est-ce que c'est parce qu'on est moins actif? Tu sais, je veux dire... Ben, il y a une certaine forme de flamme intérieure aussi, parce que par exemple les jeunes, ce qui arrive, pourquoi ils se sentent aussi dépressifs, j'ai lu j'ai vu des vidéos plus que lui en tout cas par rapport à ça, de psychiatres qui en parlaient de la pandémie par rapport aux effets faits sur les jeunes. Ce qui arrive, c'est que les jeunes, leur flamme intérieure, c'est se projeter à long terme. C'est que, surtout entre 18 et 34 ans, c'est là que tu choisis des gros choix de vie, c'est là que peut-être que tu vas te réorienter à 25-30 ans quelque part, puis c'est des gros choix de vie il faut que tu te projettes à long terme, puis c'est ça, cette flamme-là qui t'anime. Ouais. Fait que là, maintenant, tu es restreint à juste penser à court terme. Tu l'as dit tout à l'heure, les bars ont ouvert, ils les ont refermés, ça c'est rouvert, ça c'est fermé. Là on te change, c'était 8h, on vous met ça à 9h30, puis on vous le rechange. Puis là, ça effrite toute cette possibilité de s'envisager à long terme. Fait que tu penses juste à court terme. Fait que c'est sûr que par rapport à ta fatigue, je pense que ça vient un peu de là. On dirait qu'on peut juste se projeter maximum à 1 ou 2 semaines. Plus qu'avant, en tout cas. Puis je parlais avec quelqu'un aussi dehors, parce qu'on aura dans les parcs à 2 mètres, à distance. D'ailleurs, c'est le fun quand même, il fait beau. Tu vas dans des parcs, tu vois les jeunes. Ça, je trouve ça intéressant quand même, parce qu'il faut se réinventer à un certain point, puis au moins aller dehors, au moins profiter, au moins se prendre un peu d'air frais. Mais je parlais avec quelqu'un justement, puis elle me disait, ben tu sais, à notre âge, là, toutes les relations personnelles, puis tout l'aspect social de la chose, ça joue un énorme rôle dans notre vie, tu sais. L'appartenance à un groupe, nos relations sociales, tu sais, notre routine, en fait, c'est le jeudi, le vendredi, le samedi, la fin de semaine, d'aller prendre un verre avec des amis, de les rencontrer, d'échanger, puis de se définir par rapport à ces expériences vécues. À ces expériences vécues. Tandis que quand tu es un boomer ou un vétéran, on pourrait dire. C'est déjà fait ça, donc t'as une autre phase. T'as une autre phase, tu sais. Donc, les relations sociales ont peut-être pas le même poids, donc tu es capable de juste apprécier ton petit moment de famille, puis ça te dérange pas d'écouter la télé. C'est d'autant plus intéressant que tu dis ça, parce que dans le même sondage fait par Léger, qui est paru cette semaine, c'est qu'ils ont aussi observé que plus tu vieillis, plus tu disais que... plus tu t'auto-diagnostiquais du bonheur. Donc, plus tu te rendais compte de ton bonheur. Donc, il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, mais ça traduit vraiment le fait que 18-34 ans, c'est une période extrêmement charnière. Là. Où est-ce que justement, où est-ce que c'est vraiment tout ce social-là qui te définit, mais plus tu vieillis, c'est moins ce social-là qui va te définir, ça va être plus d'autres affaires. La polouse d'or le mercredi, mettons. Ça, c'est de l'agisme! Ça, c'est de l'agisme! Ouais, tu savais très bien que j'allais faire une blague à moi. Non, il fallait. Mais ouais, c'est ça. Tu parlais de liens sociaux qui sont super importants, mais c'est exactement ces liens, c'est exactement le manque de ce lien social-là qui a poussé tous ces jeunes à se regrouper en ville, au centre-ville, puis je pense même près de Laval aussi, ça s'est regroupé là. Puis on dépeint souvent le Québec, et les jeunes étant le Québec, on est tellement une société qui écoute pas, puis qui en fait, qui est un peu pas éduqué, mais on le voit, on se dépeint souvent un peu comme l'habitant. Mais en fait, ces manifestations-là, en Europe, si on passe aux Pays-Bas, par exemple, se sont faites dès le confinement, en fait. Oui. Dès qu'il y a eu un couvre-feu, il y a eu des manifestations. Sérieux, c'est un phénomène mondial, même en France, partout en Europe, même partout, en Asie, en Afrique, tu vois qu'il y a toujours ces reportages de quels sont les effets de la pandémie sur toi, sur les jeunes plutôt. Donc moi, comme je te disais, j'étais convaincu que ça allait arriver. Ouais, clairement. Mais bon. Il y a eu des manifestations anti-masques. À partir de là, tout est possible. Tout est possible. En tout cas,
si jamais vous vivez de la détresse ou vous sentez, ben n'hésitez pas à aller chercher des ressources. Ça, c'est vraiment important, que vous soyez jeune ou moins jeune, parce que vous n'êtes pas seul. On tient à vous le dire. Et faites l'amour pas la guerre, mais en même temps, il faut savoir. Je comprends cette frustration. Et il faut savoir, comme tu disais, c'est bien de se réinventer, tu parlais des parcs et tout, plus sortir comme ça. Il faut aussi savoir réinventer certaines formes de rituels que ces jeunes-là perdent. Tu sais, le bal, le pas avoir ça, c'est un rituel de perdu. Quand tu as ton premier diplôme à l'université ou au cégep, aucune ritualisation autour de ça. Tu sais, c'est important on est une bébête sociale, donc c'est très important de ritualiser ces avancées-là, parce que sinon t'en prends un grand coup sur ton estime de soi, en fait. Mais en fait, c'est peut-être là où on va utiliser l'expression « Au bal masqué, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. On danse, au bal masqué. » On n'a pas le choix, il va falloir qu'il porte un masque. Tout le monde va être bal masqué. Ça sera plus là, hein, ça va être là. T'imagines bal masqué comme ça. Qui va vouloir aller là? Non, c'est ça. C'est un pays de danse. C'est ça. Mais en tout cas, bref, ça sera surveillé, mais effectivement, je pense que nos générations, en fait, qu'on pourrait dire, ont été probablement plus impactées par c'est facile à dire, mais je pense que nos générations étaient beaucoup impactées, puis j'ai hâte de voir l'impact à long terme là, sur les jeunes de la COVID. Mais on a assez parlé de la COVID, grand mébarek. On va parler de jeunes, mais de d'autres choses. Et puis, on se fait une petite transition sonore. Oups. Oh! I'm blue, da ba dee da ba da. Hey, belle couleur. Belle couleur. Bleu. Non, n'ajoutez pas votre appareil, mesdames et messieurs boomers. Deuxième agisme. Contre les. J'ai compté. C'est pas la télé en Technicolor qui est revenue à Radio-Canada. Non, c'est l'émission d'Apéro Cigare. On va parler en fait, de technologie et des jeunes et de voir, en fait, est-ce que ça impacte les nouvelles générations. Mais avant ça, en fait... Petite transition. Avant de parler des nouvelles générations, je vais parler de votre compte de banque parce que si jamais vous avez réservé un vol avec Air Canada dans les derniers mois et que vous étiez comme un petit peu fâché puis que vous aviez le goût de vous rebeller parce que vous n'avez pas été remboursé, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez être remboursé. En fait, le gouvernement a annoncé un prêt de près de 5,9 milliards de dollars. Milliards. Caching! Quand même, on s'entend que Air Canada, c'est des milliers d'employés, c'est d'énormes dépenses. Donc, c'est des prêts qui sont ce qu'on appelle des prêts qui vont en partie remboursables. Donc, si jamais... C'est mieux. C'est mieux. Et, Air Canada, en fait, dans les conditions, elle devait s'engager à rembourser les personnes qui n'ont pas réussi à avoir le service, c'est-à-dire d'avoir leur vol, finalement, pendant la pandémie. Donc, si jamais vous avez utilisé Air Canada pour un vol et que vous n'avez pas eu votre argent, vous allez probablement le recevoir dans les prochaines semaines. Donc, je sais pas, achetez-vous... Ils en prennent cher, hein? Ils prennent vraiment cher, dans le sens, ils payent. Ils payent les compagnies aériennes en ce moment. Là. 90% moins de vols qu'avant. 90%. C'est énorme. Comment Imagine ils font une entreprise où ton revenu vient de tomber de 90%. On s'entend, là. Tu t'es un marchand, tu vends 100 pommes d'habitude, puis là, tu peux juste en vendre 10 max. 100 ans. Fait que là, tous tes coûts, ils sont basés sur 100 pommes. Mais là, t'en vends juste 10. Je sais pas si je te pose la question, là, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des compagnies aériennes qui sont complètement coulées dans la dernière année, tu sais-tu? Est-ce qu'il y a des... Non, je ne le sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que la transaction avec Air Transat et Air Canada, finalement, a été annulée. Donc, finalement, ils n'ont pas d'argent. On n'achètera pas Air Transat, ça valait pas la peine. Vous allez, je vais avoir 2 compagnies qui ne marchent pas. Je te donne un vol gratis quand ça va rouvrir, puis c'est tout. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, bref, si jamais ça vous tente, faites-vous rembourser Air Canada, c'est final, parce que, ce que Air Canada disait, c'est qu'on n'a pas les moyens de rembourser les gens. Maintenant, ils ont les moyens, fait que prenez-les, puis payez-vous un petit pina colada dans votre cour arrière en pensant au fait que vous avez manqué votre vol pour Cancun. Ouais. C'est mieux qu'un bien. On dirait qu'il y a une certaine forme de mimétisme entre l'Europe puis le Canada, puis l'Amérique en soi. En tout cas, beaucoup au Québec. J'ai remarqué ça, ce que je pense vraiment à voix haute là, avant de passer à l'autre apéro.
dans toute la gestion de la COVID, par exemple, tout ce que la France faisait, tu voyais que le Québec le faisait pas très longtemps après. Ça confinait pas très longtemps après. Et ils prenaient des mesures, par exemple, le couvre-feu, dès que la France le faisait, le Québec y a pensé, puis on l'a fait. Il y a aussi un mimétisme aussi dans je pense qu'il y a quelques semaines, il parlait justement ça de Air France pour pouvoir comment Air France allait pouvoir rembourser son monde, des affaires comme ça, puis là Air Canada suit juste après. En tout cas, il y a beaucoup de mimétisme, on dirait, entre ce qui se passe là-bas, de l'autre côté de l'océan, puis ce qui se passe ici juste après. Je pense à voix haute, tout simplement. Tu penses à voix haute? Ouais. Ben, tu fais bien de penser à voix haute parce qu'il y a bien des gens qui se le demandent aussi. Mais bon, j'ai non seulement pas la réponse, mais pas le temps non plus. Il reste combien de temps? Il nous en reste pas assez. Ah, ok. Jamais assez. Ok, ben let's go. On va parler de notre deuxième sujet parce que tu nous as trouvé une statistique intéressante. Ouais. En fait, sur l'Inde et les jeunes, mais c'est une statistique en fait qui touche tout le monde. Ben, vas-y et puis on va en parler. La statistique, je l'ai pas devant moi, Oh! mais il y a eu beaucoup plus. Le temps en arrière? Comment? Le temps en arrière de toi? Non. Non plus? Non. Côté, non? Non, Ah. je l'ai pas. Mais peut-être que tu peux la googler, mais je vais l'amener sur la table si tu veux. Là. Je vais peut-être te la trouver. Je Ouais? vais peut-être te la trouver. En fait, il y a beaucoup de morts de jeunes Indiens en Inde depuis le début de l'année, quelque chose comme une vingtaine ou une trentaine. Je vais te les trouver. Près de la moitié des décès survenus dans le monde lors de le sous-continent asiatique a enregistré près de la moitié des décès survenus dans le monde lors de la prise d'une photo avec un smartphone. En fait, donc, la moitié... Ok, de toutes les personnes qui meurent Dans le monde. dans le monde en prenant une selfie ou en utilisant ton téléphone, la moitié... venait de l'Inde. Ouais. Puis d'ailleurs, ça, c'est un phénomène qui prend énormément de place puis qui devient un autre fléau. C'est des gens qui veulent absolument avoir la meilleure photo, soit selfie ou... On parle de génération, on parle aussi d'identité aujourd'hui de plus en plus. Puis ces gens-là qui veulent faire la photo à côté de la roche parce que pour la meilleure photo possible, puis pouf, tombe, puis c'est un Mais ça a fléau. déjà failli m'arriver. J'étais à la plage en Algérie, puis c'est la première fois de ma vie que je tenais un selfie stick dans mes mains. Puis je marchais, puis devant moi, il y avait un creux, vraiment un gros creux. Il fallait prendre un mini pont, tu sais, pour pouvoir avoir accès à la plage. Puis j'étais à 1 pouce de retomber là-dedans. Mais c'était quelqu'un qui me disait, wow, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, wow. En plus, j'étais sur mon selfie stick. Oh, ouais. Puis gros lien à faire avec notre premier apéro. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi, je veux dire, l'effet de la pandémie sur les jeunes et tout. Et selon le statisticien qui a mené l'étude de Léger, dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a un gros effet catalysant des réseaux sociaux dans cette histoire-là, des jeunes qui se sentent pas bien mentalement dû à la COVID. C'est-à-dire qu'une grosse partie de leur socialisation se fait sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et toutes ces affaires-là. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là, c'est tout un phénomène, hein, le fait de voir la vie des gens sur Internet, une vie parfaite. Donc toi, tu veux te mettre aussi en scène, donc toujours avoir le plus de likes possible, toujours. C'est beaucoup de trucs qui sont angoissants pour ces jeunes-là. Il y a une très belle partie, il y a un très beau côté aux réseaux sociaux, comme on dit tout à l'heure, la prise de conscience, toute la société civile qui peut se former, des trucs comme Formation de groupe. Mais il y a tout un côté, il y a aussi le dark side of the moon, là, que c'est les jeunes qui sont extrêmement anxieux des likes, des photos qu'ils vont prendre pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Combien de morts en Inde parce que ces gens-là ont embarqué dans cette game-là des réseaux sociaux. Tu sais, prendre une selfie, c'est rarement que pour toi. Là. C'est souvent pour l'envoyer sur Snapchat. Tu comprends? Oui, puis je voulais savoir aussi l'impact de ça aussi sur les générations parce que aujourd'hui, les jeunes, je trouve qu'on est confronté à une idée de perfection tout le temps. Ben oui. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et d'ailleurs, parenthèse, les réseaux sociaux maintenant de plus en plus se spécialisent selon le groupe d'âge sur lequel ils sont le plus utilisés. Facebook, toi Facebook et moi puis Facebook, c'est que pour apéro cigare. C'est que pour apéro cigare. Ouais. On va pas, c'est pas lui qu'on utilise le plus, par exemple. De plus en plus maintenant, notre génération va utiliser Instagram, Snapchat. Et les générations
les Zillennials, les générations Z, ben eux, c'est TikTok. Tu sais. Puis nos parents, ben c'est encore Facebook. Parce que déjà, leur faire comprendre comment utiliser Facebook. Ouais, c'est ça, c'était beaucoup. C'est suffisant. Mais n'allez pas sur Instagram. Ouais. Bon, là, j'ai fait un troisième agisme. Compte-les. J'en fais en quatrième. Ma mère, des fois, vous nous envoyez des photos à moi et mes sœurs, elle le mettait en story. Aucun rapport. Le va expliquer c'est quoi une story. Ouais, ben là. C'est ça. Ouais. Mais oui, on nous met trop dans la face des images de perfection. Ben oui. Puis t'en prends un gros coup sur ton estime de soi, sur ton estime de toi-même par après, parce que tu veux égaliser ça. Si tu n'y arrives pas, c'est ultra anxiogène. Donc gros. Moi, je vais te prendre un exemple. Quand je voyage, par exemple, souvent ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram, qui est un album pour les générations qui n'ont pas encore utilisé Instagram, c'est-à-dire toutes les jeunes de 40 ans et plus. Instagram, c'est un album photo, en fait. Ouais. C'est un réseau social comme Facebook où il n'y a que des photos. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu vas voir des photos. Et moi, quand je vais dans une destination, par exemple, je vais aux États-Unis ou peu importe, ben, je vais voir, mettons, la destination en question. Donc, je tape New York sur Instagram et là, il me sort des photos et j'essaye en fait de voir les photos qui me plaisent et de la reproduire. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans une destination et j'avais cette photo parfaite en tête. Je suis arrivé là et elle n'existait tout simplement pas. C'était tellement retouché, la photo, que j'ai même pas pu Comment me il a rapprocher. fait? Ça existait même pas. Ouais. Il a tout retouché. Donc, ouais. ça, c'est oui, pour un paysage. On pourrait parler de touristification, du fait que, tu sais, il y a tellement de gens maintenant qui se garochent à Venise, à Barcelone, dans le Vieux-Québec. Pour ce genre de Pour photos-là. avoir la meilleure photo parfaite. Ah oui, avec la tour de Pise et ces trucs-là. Tour de Pise. Comment on appelle ça, la touristification? Ouais, c'est-à-dire, c'est un endroit, en fait, qui devient un peu comme un musée. Tu peux plus rire de mon Tetra Becquerel, là. Ben, je t'aurais battu au Scrabble. Plus de lettres. Touristification. Vas-y, explique-moi. En fait, c'est un mot qui est sous-entendu parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais le principe de la touristification, c'est un endroit dans le monde, en fait, qui est tellement, en fait, populaire puis qui est tellement envahi par les touristes qui devient comme une forme de musée. C'est-à-dire que tout est basé autour du tourisme, puis c'est un peu comme s'il est figé dans le temps puis il devient vraiment comme envahi par le tourisme. Et Venise, Barcelone, Paris, puis c'est tous des gens qui cherchent la photo parfaite pour après la remettre sur les réseaux sociaux pour avoir le plus de likes, pour bien se sentir. Donc, puis la même chose avec les photos de gens qui retouchent, tu sais, pour les vergetures, qui retouchent leurs yeux, c'est énorme. Ouais, cette recherche de l'être parfait, en tout cas dans le paraître et pas en dedans, tu sais, c'est un fléau. Là. C'est un fléau, puis tu sais, moi je pense toujours à la pyramide de Maslow. Je sais pas si là je te refaire sortir tes cours de psychologie du cégep. Ouais, vas-y. Tu sais, nos grands-parents, là, les vétérans, tu disais tantôt, on parlait à honte du fait que les générations, il ne faut pas les catégoriser parce que probablement qu'ils ont fait, selon certains experts, on peut juste même pas catégoriser les générations. Ouais. Mais à un certain point, je pense peut-être un peu parce que, tu sais, nos grands-parents, là, eux, il n'y avait rien. T'sais, eux, ils travaillaient sur la ferme ou dans le bois, puis juste manger puis avoir un chez-soi, c'était bon. Puis nos parents, ben, eux, c'est l'époque où on est arrivé avec une certaine forme de sécurité, puis eux ont voulu commencer à se développer une certaine forme d'appartenance. Ouais. Nous, on est rendu dans les derniers étages de la pyramide de Maslow. C'est vraiment la réalisation de soi, puis on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est tu veux te réaliser, tu veux... puis même au niveau du travail, il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, puis souvent les employeurs, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut valoriser l'emploi. Donc, tu sais, les valeurs, tu sais, on parlait de cancel culture aussi, du genre que les gens s'identifient beaucoup avec des valeurs aujourd'hui. Mais moi, je pense que ça vient du fait qu'on vient d'une génération où nos besoins physiques, pour la plupart, pour la classe moyenne, ont été comblés. Ce qui fait qu'on s'est concentré sur d'autres choses. Puis d'autres choses, ben, c'est justement la réalisation de soi, l'appartenance. Donc, ça crée en fait la génération qu'on a aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'on est beaucoup plus centré sur ça. Parce que justement, un vétéran, tu vas lui dire, je suis tellement anxieux de ma photo, là, puis là, les autres vont me bullier à l'école. Il va dire, moi, j'ai été anxieux parce que j'avais pas assez à manger.
genre, Ouais. et là, tu peux relativiser. Tandis que. Mais c'est pas pour diminuer non plus la réalité des millennials et de tout Non, ça, là. Parce que absolument justement, pas. c'est leur réalité, c'est leur référent à eux, tu comprends? Ah ben oui. Donc, il n'y a rien à minimiser dans ça. Au contraire, plus on en parle, puis plus je prends conscience que, c'est intense. C'est d'autres problèmes, en fait. C'est d'autres réalités. Puis, il faut effectivement, souvent, il y a de la juste des deux côtés. Les vétérans vont dire, ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, 14 ans, j'étais dans le bois, ou 14 ans, j'étais sur la ferme, toi, tu sais, t'as tout eu. Oui, mais en même temps, tous ces éléments-là psychologiques n'existaient pas, tu sais, la performance non plus. Aujourd'hui, avoir un baccalauréat, puis une maîtrise, puis 3-4 diplômes, on Tu dirait peux pas trouver de job que ensuite. t'as même pas puis ouais, l'impression c'est que tu te démarques. C'est tu sais. ça. Alors qu'avant, ça, aller à l'école, c'était comme l'élément. Aujourd'hui, même parler 2 langues puis avoir un baccalauréat, c'est même pas reconnu. C'est même pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu sais. Ouais, ouais. Faut aussi penser que les générations, aujourd'hui, c'est d'autres réalités. Aussi, est-ce que le fait d'avoir moins de frères et sœurs aussi, ça joue un impact? Tu sais, des familles de 12, ben c'est le grand frère de 15 ans qui élève le gars de 3 ans, mais aujourd'hui, on est juste 2. C'est sûr que ça a un impact Ça arrivera, aussi. ouais, ça sera pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes façons de penser. Puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, le bullying sur Internet, les gens qui, ou ben comme on l'a vu tout à l'heure, tu sais, les jeunes qui socialisent beaucoup sur Internet puis qui font en sorte que leur estime de soi descend un peu plus, cette affaire-là, c'est des nouvelles réalités, là. C'est des nouvelles réalités qu'avant, on le savait pas, tout ça. Puis je sais pas où est-ce que je voulais en venir avec ça, mais c'est que il faut composer avec cette nouvelle réalité-là au lieu de juste la. Tu sais, il faut pas qu'il y ait d'agisme de l'autre côté, comme tu dis. Là, voyons, ferme ton Facebook au pire. Ouais, mais non, puis souvent, je ferme mon Facebook, ça va me suivre à l'école plus tard, puis là, ça te suit à la. Ça amène aussi le principe de la cyber-intimidation. Exactement. Mais Ça, c'est un autre débat, puis on en parlera sûrement une autre fois. Mais tu vois qu'il y a c'est pas un problème comme on vient de le dire, c'est un problème, on amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. C'est une réalité qui est multidimensionnelle, qu'il faut traiter sous plusieurs angles. Mais effectivement, tu parlais de plusieurs fois dans différentes émissions de changement de paradigme. Ben, je pense que c'en est un. toutes ces technologies et tous ces changements-là apportent à des nouvelles générations un changement de paradigme. Donc, ce sera intéressant. Si les vieux... Fais attention, aux États-Unis, son président. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, si depuis que le télétravail est apparu massivement ici, par exemple, au Québec, les gens ont commencé à parler de droit à la déconnexion. Tu sais. Le droit d'arriver chez toi puis de plus être dans ce mood de job-là. Mais les enfants, c'est pas ça. Les jeunes, c'est pas ça. Tu vas à l'école, il y a des mouvements sociaux à l'école qui vont continuer en ligne. Puis ça, c'est aucunement framé. Il y a aucun médiateur, professeur, whatever, qui va gérer ça. Là. Tu sais pas qu'est-ce qu'il en advient, de comment ils les utilisent. Mais en tout cas, apparemment, ils les utilisent pour get des likes ou organiser des rassemblements pour protester contre le nouveau couvre-feu. Donc, je sais pas si... J'enlève rien à personne, je fais juste des constats. C'est ça qui est ça. Ben, c'était ça qui est ça parce que aussi, l'heure avance. Mais, ça avance bien vite. Ça avance vite. Hein? Mais c'est parce qu'on est des nouvelles générations. Ouais. Tu vois. Mais on aura la chance d'en parler plus longtemps. Mais c'était un plaisir de jaser de ça. Et c'est maintenant l'heure du cigare. Fais-tu une petite transition musicale pour... Fais-nous donc un petit jig. Mettons, j'ai mon petit pansement qui me Oh! J'aime toujours le petit aspiration. Ouais. Ouais, j'ai le temps de se relaxer dans le cigare avant. C'est le temps de se relaxer dans le cigare, mais avant qu'on parle de mon fameux quiz du boomer, j'avais une petite transition intéressante. Au Yukon, en ce moment, il y a les élections. D'ailleurs, je te donne la statistique de population du Yukon parce que tu vas voir, ça va être utile tantôt. Selon Wikipédia, j'ai pris la source la plus sûre. Ah, mais t'aurais dû aller voir en bas de la page. Moi, prendre la source que lui. Ok, vas-y. En 2016, on dénommerait 25 085 personnes au Yukon. Ah, ok. 25 000. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est 20. C'est Mascouche. Tu sais, certains villages québécois qui ont même beaucoup plus. Ah ouais. Puis,
Bon, c'est pas le nombre qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Yukon, en ce moment, il y a des élections, je pourrais dire, provinciales. Ben oui, c'est le nombre qui est intéressant. C'est pas Territoriales. justement les votes qui étaient. Le nombre était intéressant. Pour un député, en fait, en ce moment, il y a une égalité entre 2 députés. Sont égales. Ouais. Tu sais, même pas, il a gagné par 100 voix, il a gagné par 1000 voix. Non, sont égales. Les deux sont à genre. Les deux. Je te laisse deviner combien tu penses qu'ils ont de votes en ce moment. Je sais pas si vous l'avez envoyé. Je pense 60, c'est ça? 78 votes chacun. Colin, hein? Et selon la loi yukonaise, si jamais il y a il va y avoir un recomptage, en fait, si jamais c'est démontré encore que c'est encore 78, 78, c'est un tirage au sort. Tirage au sort. Avec une pièce de Phil 25 c'est Paul, sous, Phil face c'est Hélène, ouais. puis le salaire de 98 500 vient pareil. Sérieusement, quand ton salaire de 100 000 $ se Je joue sais sur pas. un pile ou face. Ouais. Pile ou face, c'est le chômage au salaire. Ouais. Je sais pas le salaire par contre au Yukon, mais je sais que le tirage au sort effectivement fait partie de la loi et n'a pas été utilisé depuis 1996 ou 13, je ne m'abuse. Donc en fait, je suis certain que c'était pas dans les années 2000. Donc ça fait plus de 20 ans au minimum que le tirage au sort n'a pas été utilisé pour délibérer. Ok, ça a déjà été utilisé par Oui, moment. déjà utilisé dans le passé. Mais pas dans les années 2000. Mais quand même, c'est fou. Pense-y, là, mettons Justin Trudeau ou... Tu sais, bah, OK, Ouais, tu sais, c'est fait, Trudeau. c'est fait. Pile, Trudeau ici. pile ou Je face, pense. c'est déterminé. C'est intense. Tout ça pour ça. En tout cas, bref. C'est fascinant le Yukon. Ça coûte des millions de dollars faire une élection. Puis, au final, tout ça pour pile ou face. Pour pile ou face, ouais. Ou pour courte paille. Tu sais que t'aurais pu le faire au début. Ben, c'est ça. Moi, je peux le faire, là. Tu sais. Clac! Hein? Directeur des élections, Jeffrey Hull. Ben, tu sais, ça aurait été facile. là. Mais c'est fascinant le Yukon. J'ai vu un reportage cette semaine sur un dude en France qui s'en va au Yukon pour vivre justement cette nature intouchée par l'homme. Ah non, c'est pas à plus touché. Non, non. Pas à plus touché. Non, Je sais pas, c'est fascinant. C'est fascinant. J'aimerais y aller un jour. Je Tu es souhaite. allé dans l'Ouest? Jamais. Même pas l'Ouest canadien? Même pas l'Ouest canadien. Toi? Ok, toi t'es allé en Chine, t'es allé en Europe, t'es allé mais t'es pas allé dans l'Ouest. Je peux dire la même chose de moi. Ouais, c'est Je suis ça. allé à peu près aux mêmes endroits, mais je suis pas allé encore dans jamais l'Ouest. allé en l'Ouest. Ouais. Non, mais j'aimerais y aller en l'Ouest. C'est un endroit qui... Mais je pense que C'est fascinant. le COVID va faire en sorte que plus de Québécois vont au lieu d'aller à Cancun ou bien en Sûrement, France. on peut même pas aller en Gaspésie, anyway, fait que... Ouais, fait qu'il y a de Je vais la aller place dans au Yukon. l'Ouest. Il y a de la place au Yukon. Ouais, puis il paraît que Yukon, là, t'as pas besoin de réserver une tente de camping, là. Juste, Ouais. c'est ton spot. puis, Ouais, ben c'est ça que le gars justement il fait. Ah ouais? Lui Un c'était peu bohème. c'est un reportage sur... Oui, c'était un peu un bohème, mais en fait lui c'était un archéologue expérimental. C'est-à-dire que lui il va aller essayer des outils qui ont été utilisés au Yukon mais il y a des milliers d'années. Donc Il va c'est essayer de un les reproduire. archéologue, en fait, qui va essayer de comprendre l'archéologie en expérimentant. Pas juste trouver des trucs, essayer de comprendre d'où ils viennent, mais aussi comment ils fonctionnent dans le sens où il le fait. T'sais. Par exemple, il y a les anciennes haches faites avec du silex ou je sais pas quoi, ben, il va essayer de la reproduire. Lui essaye de... Wow! il écrit sur comment... Les instructions pour Moi, pouvoir... hier, matin, j'ai essayé d'ouvrir ma peine de lait. Je pense que je l'ai déchiré un peu. Ouais, tu sais, des fois, le carton, il Ah, colle. c'est pas l'art. Hein. Puis lui, il refait des silex Ouais, de ouais. 1200, 3, 10, C'est 20 000 ans. impressionnant. C'est impressionnant. C'est très Puis, impressionnant. puis il disait justement à quel point le Yukon le fascinait. Tu sais, lui, il vient de Suisse, puis il visait quelque chose comme le Yukon, puis il tombait en amour. Là. Wow. Ben, parlant de choses fascinantes, tu m'avais parlé la semaine passée de Seaspiracy. Oui, le documentaire. Là, ça m'intriguait. Je me suis dit, je me sens tellement mal. Je suis allé retourner mon poisson chez Maxi. Je mange plus de Je poisson. mange plus de poisson. Je veux me faire rembourser. Je vais me faire rembourser. Je suis allé voir Seaspiracy. C'est ça. Puis, en fait, j'ai regardé une vidéo sur quoi il y avait une experte qui disait que c'est pas aussi dramatique. Là. Il faut toujours se dire qu'un documentaire, en fait, le but, c'est d'être dramatique, c'est de provoquer des réactions, Mhm. mais que en fait, c'est pas exactement vrai tout ce qui se dit dans ce documentaire-là. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas non plus commencer à partir en panique, Mhm. mais ce qu'elle dit en même temps, c'est que oui, il y a des difficultés, puis oui, il y a un problème, il y a un enjeu au niveau de la surpêche et des océans en général, Mhm. mais qu'il ne faut pas non plus... Elle, ça la dérange pas trop que Fukushima déverse de l'eau pleine de tritium, hein? non, je pense pas. Ça la dérange pas.
Ben, C'est ce genre de chercheuse-là, non, là. c'est pas... Esti, payée par Donald Trump. Non, elle est payée par BP, Beyond Petroleum. Beyond Petroleum. Non, en fait, ce qu'elle disait, c'était vraiment que oui, c'est un enjeu, ok? Oui, c'est un enjeu, mais ils en ont mis beaucoup dans le... Oui, c'est ça. Ils ont saucé dans le documentaire. C'est un enjeu, mais il faut jamais non plus tomber dans le sensationnalisme, puis que ils ont voulu vraiment comme marquer les esprits avec quelque chose de choquant. Mais c'est le but du documentaire, j'ai l'impression, parce que le documentaire, il te ramène plein de faits scientifiques, ça se base sur plein de faits scientifiques, mais c'est des faits que tu ne peux pas... Ou que monsieur, madame, tout le monde, même moi-même, je n'ai pas le temps d'aller vérifier tout ça, Oui, de lire tout le ça. contexte dans lequel il est écrit. Tu sais, par exemple, si tu sais, tu as écrit des articles de maîtrise de baccalauréat, si je te dis 20% des poissons sont morts. Bon, tu fais OK, bon. Mais si je mets une petite musique, Oui, bien sûr. puis Oui, là, je bien te montre sûr. une image de poisson qui se fait dégorger, puis je te dis 20% des poissons, ben... Mais c'est tout un art, le documentaire. C'est tout un art de savoir quoi dire, quoi mettre, avec quelle image et quelle musique pour pouvoir marquer les esprits, parce que c'est un gros enjeu écologique. Puis le but, c'est de marquer les esprits. Puis les gens, ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec les enjeux écologiques. Moi, je connaissais absolument rien de la surpêche. Puis honnêtement, je serais pas allé de moi-même lire sur la surpêche. Mais ce documentaire-là a marqué mon esprit. Puis comment, pas juste avec une madame qui me dit juste les vrais faits 100% sans musique sur un ton monotone, je l'aurais pas écouté au complet, tu comprends? Donc j'ai l'impression que le documentaire est vraiment présent pour venir Ben là, marquer les c'est pas esprits nous de qui fait ça depuis 1h30, dire des faits de façon monotone. Ben écoute ça, parce que on a beaucoup moins de views que Seaspiracy. Oui, ça, c'est vrai. Tu comprends? Puis j'avais lu quelque chose, je sais, j'ai peut-être envie je sais plus c'est qui l'avait dit. Je pense que c'était un professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Professeur Fahmy, bref, c'est un prof de littérature qui, lui, dans un de ses livres, il parlait de problèmes écologiques, ou dans une de ses conférences, il parlait d'écologie, puis comment amener les gens à comprendre les problèmes écologiques, puis comment amener les gens à pas s'en foutre, en fait. Puis il disait qu'il y avait beaucoup de cette conscientisation qui allait se faire par le biais de l'art. Donc, par le biais de la musique, par exemple, par le biais de documentaires, par le biais de choses qui viennent te marquer vraiment émotionnellement. Puis c'est ce que la personne dont tu parles, toi, elle déplore le fait qu'il y a beaucoup trop d'émotionnel dans ce documentaire-là, mais en même temps, c'est voulu parce que sinon, ça marque pas les esprits, puis on est vraiment rendu ça là. pour du cash, tu comprends? Les gens se disent, là, ça va mal, puis ils commencent, tu sais, je veux dire, les gens prennent ça pour du cash, alors que... On est-tu rendu là pour l'écologie, je pense, que pour les problèmes environnementaux? Parce que... Ouais, mais si Si tu marques pas personne, il n'y aura aucun changement. Faut que toujours tu mettes les choses dans son contexte aussi. Si je te dis, il y a une tuerie sur 10, tu le parlais tantôt avec Fukushima, je te dis, hey, les autres Fukushima se déversent dans le Pacifique, c'est gênant. Là, tu fais, oh non. Tu dis, ouais, mais c'est 30 fois moins pire, ou en tout cas, peu importe que la France, mais là, tu vas dire, ouais, ben là, c'est pas si pire, tu comprends? Ouais. C'est que si tu mets. Ouais, tu relativises, ouais. Tu sais, si tu mets toujours les choses dans son contexte, puis là, le documentaire, c'est genre. Ben oui. Ouais, ok, mais. Moi, je suis t'es capable d'accord. de faire un documentaire en essayant. Oui, tu vas devoir être sensationnaliste. T'es-tu obligé de mettre la musique de jazz puis de faire sortir le gros requin pour tu sais? T'es obligé d'en faire autant. Mais le documentaire, c'est juste que les gens. Ce que je veux dire, c'est quand vous regardez un documentaire, dites-vous oui, c'est intéressant, ça me choque. Et après, je vais lire autre chose, Mais c'est rare que le monde entre toi et moi, c'est rare que le monde va faire mais ça. c'est ça le problème. Puis c'est ça le problème, puis c'est pour ça que je pense que c'est ça qu'ils ont essayé d'endiguer comme problème, le monde là, qui font des documentaires. Si tu fais un documentaire plate comme des années 80, que c'est vraiment une voix monotone puis presque zéro musique, si tu t'endors. Découverte, là, je veux dire. Découverte des années 90. Mais découverte des années 2000, j'ai vraiment aimé. Hein. Oui, j'aime encore. J'adore ça. J'adore ça. Mais ça m'a popé une question en tête qui, puisqu'on achève, peut-être qu'on y reviendra, ça va juste être une petite ouverture. C'est est-ce qu'on est rendu au point, tu sais, parce que tu dis, donne-moi les vrais faits dans ce genre de documentaire-là pour l'environnement. Mais là, en contexte, ouais. Je veux tout savoir, mais il y a un des amis à mon père, une fois, je suis allé chez eux, puis il m'a posé la question, il dit, est-ce que tu penses que la lutte contre les changements climatiques est soluble avec la démocratie et l'état de droit, t'sais? Est-ce qu'on ne serait pas rendu à un point où est-ce que, faisons abstraction de certaines choses, est-ce qu'il y a peut-être eu trop de musique pour trop venir chercher les gens dans ce documentaire-là pour que justement ils fassent un move dans leur consommation?
Est-ce que c'est... Tu sais, le bénéfice et conséquences. Je sais pas si tu comprends. Tout à l'heure, on parlait bénéfice-conséquences avec le tritium relâché dans l'eau. Même chose aussi pour ce genre de... Pour la lutte au changement climatique. Est-ce qu'on n'est pas rendu là, justement, à faire un peu peur au monde, tu sais? Ouais, mais je vais te donner un exemple. Là, tu dis, bon, parfait, les poissons, moi, c'est une valeur, l'écologie, je veux sauver les poissons. C'est correct qu'il y ait un documentaire sur sauvegarde des poissons, même si c'est pas pris dans les faits ou même si c'est pas exagéré, mais que c'est romancé d'une manière où faire porter un point de vue, c'est correct. Fine. Là, il y a le mouvement pro-religieux qui ont fait un documentaire sur Netflix sur l'avortement et où ils montrent des fausses images chocs et où ils font quelque chose de ta-na-na-na pour dire l'avortement c'est mal. Sauf que là, ça va créer un mouvement où, en fait, peut-être au contraire, finalement, les gens ne voudront pas laisser l'avortement légal et finalement, est-ce que... Militer pour le contraire, finalement. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis que c'est correct que ce soit choquant. Moi, je te dis... Parce que est-ce que ça ne correspond pas à ton point de vue? Oui, totalement. Ça rejoint totalement. Ça rejoint totalement. C'est nous le poisson d'avril, en fait. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. C'est juste, je pense que oui, c'est le fun, un documentaire qui est choquant, puis oui, c'est vrai que ça nous conscientise, puis ça nous shaken. Comme je l'ai dit, j'ai vu Blackfish, puis ça m'a pris prendre conscience. Mais faut que les gens sachent, c'est un documentaire, c'était écrit par quelqu'un qui a une intention derrière. Fait que juste comprendre que il y a toujours une intention derrière une œuvre. Exactement, puis j'allais justement dire ça, puis renvoyer à... Il faut toujours juger l'intention derrière l'œuvre. Par exemple, si demain je te fais une chanson pro-environnementaliste, puis moi je veux pas dire les poissons vont bien quand même, des fois ça va mal. Mais... Non, je vais dire juste, je vais juste avoir des punchlines. Non, ce sera pas ça justement, ça va être juste des punchlines avec des vrais faits véridiques qui punch parce que j'ai envie que les gens comprennent mon message. Ben, parlant de punchline puis de comprendre ton message, j'ai mon petit quiz du boomer. Vas-y. Sais-tu comment tu fais pour reconnaître un boomer? Quand tu fais un FaceTime avec, tu y vois pas le front. 4e ou 5e agisme, je sais pas. On est rendu à 5. Je pense qu'on est rendu à 5. Une autre façon de reconnaître un boomer, c'est que, là, justement, hier, je vais au McDo. Et puis, ils n'arrivent pas à faire leurs commandes sur les à l'intérieur. Ouais. C'était beau, en fait. C'était beau. J'ai eu un choc générationnel. Je les ai aidés. Sais-tu comment tu fais pour reconnaître un boomer? Ils vont toujours te demander d'aider à ranger leur tablette. C'est quoi l'affaire avec les tablettes et les boomers? Je sais pas. Mais je pense que c'est eux qui ont plus ça. J'ai pas de tablette. Moi. Non, les tablettes, c'est comme... Ça sert à quoi une tablette? Ouais. Mais les boomers, les tablettes... Ils capotent sur les tablettes. Ouais. Je comprends pas. Ma mère, elle nous regarde sur son iPad en ce moment. Clairement, hein? Clairement. Mais en fait, je voulais dire, avec cette petite musique, je trouve ça génial, avant de terminer, qu'on les aime, nos boomers, pareil. Ben oui. C'est pour ça que t'as fait 6 agismes que... Ouais, mais c'était de bon cœur. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé l'émission. Que vous soyez jeune ou moins jeune, on vous aime tous pareil. Allez écouter où? Les Spotify, Facebook, YouTube. Puis si jamais vous n'êtes pas capable de faire aucune de ces technologies-là, ben appelez-nous. C'est l'apéro cigare, c'est l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare. Salut tout le monde. Yes sir.